Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo hier aussi dans mon atelier, là, mais je voudrais reprendre une vidéo sur les événements qui se sont passés cette semaine, surtout les 2 derniers jours, là. On voyait déjà que la situation était assez dangereuse. Là, on était au bord du précipice. Là, on a eu deux débarques très, très importantes. J'aimerais aujourd'hui regarder tout simplement je ne veux pas créer un état de panique, mais je pense qu'en ce moment, c'est vraiment une situation très, très, très grave qui arrive sur les marchés mondiaux. Donc, peut-être prendre le son des crashs du passé. Je vais tout simplement vous montrer les crashs du passé ou les marchés bears du passé. Je vais prendre tout simplement un graphique, là, puis on va se promener dans le temps. On va partir les principaux crashs qu'on a vécu, là, 1929. Ça va être un peu d'histoire ce matin, là. 1929, 87, 2000, 2008, 2020, qu'on va aller après, là, parce que pseudo-crash rapide là, avec la COVID. Et 2022, c'est un marché baissier durant une année, mais ce qu'on vient de vivre, là. Pour moi, je pense qu'on vient de tomber vraiment en marché, en bear market, là. Mais j'aimerais regarder ça avec vous, tout simplement, là, sans essayer de tirer des conclusions où est-ce que le marché va aller. C'est sûr que je me pose la question. Est-ce que le fond a été atteint? Non, je pense pas du tout, là. Il va y avoir des rebonds, il va y avoir des montées, des descentes. Mais vraiment, on a cassé la moyenne mobile 200 jours. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, là. Lorsqu'on voit ça, là, c'est pas beau, là. C'est sûr qu'on peut avoir peut-être un rebond là, la semaine prochaine, dans 2 semaines, mais il faut être très, très, très prudent dans les marchés en ce moment parce que les rebonds ne seront que momentanés. Puis il faut faire attention, il faut faire fi de ses émotions. Je pense que c'est la chose la plus dure à faire. Vous allez entendre toutes sortes de choses dans les journaux qui vont vous dire d'acheter à la baisse, faire une moyenne de vos pertes, là. Euh, J'en ai tellement vécu de ça en 2000. C'est ça. T'achètes encore plus d'actions qui est en train de dégringoler. Donc, ta moyenne n'est pas payée. Toi, tu fais une moyenne de prix. C'est une chose à ne pas faire absolument. Donc, si vous prenez une décision, vous n'achetez que ce qui va monter. Et puis, dans un marché comme ça, ben, comme je vous dis, l'or a dégringolé, le silver pas mal, parce que l'argent est un métal industriel, mais à savoir si le mouvement va se poursuivre sur l'or, moi je pense qu'on a une bonne... On était dû pour une correction au niveau de l'or, mais je pense qu'on va continuer le mouvement. Je ne sais pas jusqu'où, mais c'est comme une correction. Je le vois vraiment comme une correction, mais je ne veux pas focusser uniquement sur l'or. Parce que lorsque le marché, comme ça, a donné un soubresaut assez violent comme ça nous montre qu'on s'en va en marché baissier. Et, tu sais, je le sais que Trump là, a contribué à ça, mais il y avait vraiment une bulle là, qui était créée. Et ça commence à éclater tout simplement. Donc, ce qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, il y a probablement, là, il va y avoir déjà les taux d'intérêt, Powell en a parlé, les taux d'intérêt, ça va dégringoler. Ça va probablement aller, ça va être assez bas. Excusez mon micro, j'ai de la difficulté. On va baisser les taux d'intérêt, ça c'est sûr, en urgence, comme on a toujours fait. Et ce qui pourrait arriver, ben, c'est des programmes là, pour inciter la relance, là, parce que ça va être laid. Et en 2008, je me souviens encore, là, lorsque le découragement, la déprime était totale, moi, j'avais sorti un petit peu quand ça avait commencé à cracher comme ça. J'avais sorti, j'avais pas, c'était mes fonds là où ce que je travaillais tout simplement. On pouvait sortir puis rentrer ça là. J'avais tout simplement sorti ça puis j'ai attendu que le creux se fasse et le creux s'est fait en 2009 à peu près là. 9, on a vu très très bien au niveau technique un retournement.
Puis là, je suis rentré, c'est un fonds, c'est pas spéculatif du tout, là. Je suis rentré là, j'avais mis ça dans le marché monétaire en attendant. C'est ça. Et puis là, en ce moment, comme je vous dis, la dégringolade, je pense que ce n'est que le début. Donc, on va regarder ça, sans prétention. Je vais aller m'installer comme ça. La première image que vous voyez à côté de moi, ben ça se trouve être le fameux crash de 1929. 29, il y a des leçons à tirer parce que la période elle-même, c'était l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, 14-18, et puis tout de suite après la première guerre mondiale, on a eu la grippe, la grippe la grande grippe, là. Puis ça, là-dessus, là, on a fait beaucoup de similitudes avec le COVID, que c'était arrangé, tout ça. Mais non, la réalité, c'est qu'on arrivait, c'est la grippe espagnole, là, j'ai oublié. C'est qu'on venait de finir un conflit là, mondial là, vraiment, vraiment important. On n'avait jamais connu, on avait connu beaucoup de conflits mondiaux, mais de cette envergure-là, on n'avait pas connu de conflit mondial aussi puissant que ça. Je vais ça. On n'avait pas connu de conflit mondial aussi puissant que ça. Donc, avec beaucoup, beaucoup de morts et l'Europe était dévastée. On n'avait pas les équipements, puis on avait eu beaucoup de contamination parce que les peuples s'étaient mélangés, beaucoup de corps amputés fractions un peu partout qui traînaient. Donc, en tout cas, peu importe, là, je ne vais pas spéculer là-dessus. Il y a eu la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole, c'était comme la fin là, de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu aussi la Russie, là, où le tsar a été assassiné. Et puis, les communistes ont pris le pouvoir. Lénine, Trotsky, avant Staline, ça, là. Lénine et Trotsky là, ont pris le pouvoir. Trotsky s'est fait assassiner. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on était dans un contexte quand même très morose. Là. Et puis, après la Première Guerre mondiale, on est tombé dans une espèce de nihilisme. La raison, c'est très simple. Ce qu'on avait vu comme résultat de cette guerre-là a créé beaucoup, beaucoup de désillusions un peu partout, les populations au monde, là, sur la planète. Là. Peut-être les Américains moins, parce qu'on n'avait pas été touchés. Et encore, les Américains sont arrivés en dernier et ont été comme les sauveurs, mais ils sont arrivés en fin de la guerre et ont récupéré beaucoup de trésors de guerre et beaucoup d'or. En tout cas, tout ça, le contexte là, de la Première Guerre mondiale, c'est un contexte qui est assez particulier. Parce que après cette Première Guerre mondiale, 18, on a eu, comme je vous dis, la grippe espagnole, la révolte des bolcheviks là, en Russie. Ensuite de ça, aux États-Unis, on n'avait pas tout à fait la même idée, mais c'était le désastre. Mais on s'est mis à fêter après. Parce qu'on a dit, de toute façon, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, on va se battre, on va s'entretuer, tout ça. C'est réel, là. Puis on a inventé d'ailleurs le dadaïsme, qui était de la peinture, là, de l'art, là, pour un peu montrer la nonchalance là, de ce qu'on était devenu. Et puis, ensuite de ça, ben là, on a commencé à revivre et revivre pas à peu près. Parce que c'est là qu'est arrivé les années folles qu'on a appelées. Les années folles, là, ça se trouve à être à peu près, bon, on va aller. Je vais grossir le graphique, peut-être pour que vous puissiez me suivre plus facilement. Donc, les années, bon, 17, 18, la fin de la guerre est ici. Et ensuite, on a eu ces fameuses années folles qu'on a appelées, là, je pense que c'est le Charleston qu'on dansait un peu partout. Et puis, on achetait des actions à la bourse et on achetait un peu n'importe quoi, une pure spéculation. Tout le monde disait que tout le monde deviendrait riche, les États-Unis deviendraient un paquet de millionnaires. Tout. C'était encore l'euphorie. Je me souviens de l'histoire, entre autres, de Kennedy, du père Kennedy, qui était en train de faire cirer ses chaussures. Je sais pas si c'est vrai, là. Puis son cireur de chaussures lui conseille d'acheter des actions. Lui, ce qu'il s'est dit, il dit, si mon cireur de chaussures me conseille d'acheter des actions, c'est le temps de vendre. Donc, on est arrivé à ce pic-là, qui était assez élevé du temps. On est parti de
à peu près, là, il y avait eu du surplace beaucoup ici dans le temps de la guerre, après la guerre. On est parti d'à peu près 120, puis on s'est rendu à 300, là, le Dow Jones, qu'on parle. Et ensuite, on a eu ce fameux crash de 1929, octobre 29, là. Vous voyez, c'est 2 mois, tout simplement. C'est octobre 29 qui a été le mois, là, euh, la panique partout. Tout le monde est sorti dans la rue à Wall Street et on pensait que c'était la fin du monde. On dit qu'il y a plusieurs courtiers qui se sont jetés en bas des fenêtres. On dit même que c'est peut-être pas vrai l'histoire, peu importe. Là, en tout cas, il y avait beaucoup de panique et là, ce qui est arrivé, ben, Edgar Hoover, je me souviens pas je pense que c'est ici là, qui était en 28 qui est arrivé, le président des États-Unis, Hoover, que je vous parlais. Et puis lui, il avait fait fortune dans les mines, donc lui, il avait pas de problème. Mais lorsque c'est arrivé, il était très riche, lui. Donc, il n'a pas vécu la misère des personnes là, le chômage, c'était la misère, la vraie misère. Donc, le marché s'est mis à descendre. Hoover a dit, on laisse aller le marché. Parce que le premier crash, lui, je ne sais pas s'il aurait pu être récupéré, mais on a eu un petit rebond ici. Et ensuite, on a poursuivi la descente. Albert Hoover, lui, il disait, c'est Edgar Hoover ou Albert Hoover, c'est Edgar Hoover, je pense, en tout cas, peu importe. Lui dit, il ne faut pas intervenir, il faut laisser le marché se réguler lui-même. Et puis, regardez ce que ça a fait comme conséquence que ça a donné. C'est ça, il laissait aller. Et là, ici, c'est 1933, c'est Roosevelt, celui qui est... parce qu'il y avait eu le père avant, là, Theodore Roosevelt, puis là, c'est Franklin Roosevelt, excusez, qui est arrivé au pouvoir, et lui, avec la philosophie du New Deal, là, ben, il a inventé le New Deal, donc c'est avec la philosophie de John Maynard Keynes, le keynésianisme, c'est-à-dire injecter beaucoup d'argent pour repartir la machine. Et effectivement, ce qui est arrivé, ben, ça a reparti. Ça a reparti jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais les conséquences de ça, comme vous le savez, ou si vous le savez pas, je vous le dis, c'est après la Première Guerre mondiale, c'était le traité de Versailles et l'Allemagne a vécu la dèche complète. Donc, c'était terrible ce que les Allemands ont vécu après le traité de Versailles. On disait là, que même les filles allemandes étaient vendues aux Européens comme presque de la marchandise à caractère sexuel. Donc, non, c'était une époque terrible. Et c'est là que Adolf Hitler, ben, tranquillement, là, parce que si vous connaissez un peu l'histoire, si vous avez vu ça, Adolf Hitler n'a pas commencé, il avait voulu s'inscrire aux Beaux-Arts, ça n'a pas fonctionné. Donc, il avait commencé à faire des discours dans des pubs. Et l'effervescence a pris. Il parlait à des personnes qui étaient découragées. Là, dans le fond, on avait il y a aussi là-dessus là, tout le Dutch Mart là, qui avait été dévalué. Là, c'était l'hyperinflation. Donc, un Dutch Mart ne valait plus rien. Il fallait avoir une barouette pour aller s'acheter un pain. Là. Donc, c'était la dèche. Et c'est dans ce terreau-là que Adolf Hitler a pris le pouvoir. Donc, on va continuer en mettant... Ça, c'est cette fameuse période-là. Puis on va continuer en focusant sur les crashs, mais là, ce que je vais faire, tout simplement, on va se promener dans l'histoire pareil. Là. Donc, on continue. Ici, de 33 jusqu'à 30... avant la Première Guerre mondiale, ben c'est ça, le New Deal, c'est ça. Ce que ça a fait, là, c'est de l'injection monétaire. Ici, comme j'avais précisé, Edgar Hoover avait fait bâtir le barrage Hoover qui existe encore. Donc, c'est la seule grande infrastructure qui avait implanté pour que ça continue à rouler. Donc, la période Roosevelt, ben, c'était comme quand même assez effervescent, mais on n'avait pas repris l'ancien pic. Et ici, 37, 38, les tensions commencent à être fortes. Et 39, ben, c'est le début de la guerre. 39 jusqu'à 45, on avance là, dans la guerre, 39 jusqu'à 45. En 45, ben, on dit les Américains, les Russes, peu importe, là, il y a des débats. Les Russes ont gagné la guerre.
Les Américains, c'est ceux qui sont arrivés en dernier. Pearl Harbor, je sais pas, c'est 40, c'est dans ces coins-ci, là. L'attaque de Pearl Harbor qui a fait en sorte que les Américains sont rentrés dans le conflit et ils sont arrivés presque, peut-être pas à la fin de la guerre, mais dans le milieu de la guerre. Et en tout cas, c'est une victoire, là, on va dire, américain. Les Anglais avec Winston Churchill, on les voyait les toits, là. Il y a eu les rencontres de Yalta un peu plus tard pour redéfinir le monde, mais on voyait les trois Roosevelt, Lénine, excusez, Roosevelt, voyons, Churchill, Roosevelt et regardons, j'oublie ça. Excusez, on va continuer, j'en vais me revenir. Voyons donc, avec la grosse moustache, le russe, là, ça n'a pas d'allure. Il y a Staline, excusez. J'avais dans ma tête, Lénine, c'est Staline. En tout cas, tout ça pour dire que cette période-là, là, lorsque la fin de la guerre est arrivée, on a redéfini un peu le monde, les accords de Yalta, et aussi on a fondé le FMI, je pense que c'est le FMI, trois, quatre grandes institutions là, qui sont devenues... et puis on a redéfini aussi au niveau du dollar, que le dollar américain était la devise qui devait être employée un peu partout sur la planète et toutes les autres devises étaient en relation avec le dollar américain qui, lui, était basé sur 35 l'once. Ça, c'était avant qu'on avait fixé 35 l'once, mais c'est quand même, ça a été une étape où les Américains sont devenus rois parce que dans le fond, ils pouvaient créer, ils pouvaient le faire, ça n'a pas commencé exactement là, mais créer la dette qu'ils voulaient, les bons du trésor, là, puis que tout le monde utilisait ça, puis eux sont devenus les puissants de ce monde. Donc, de 45, 46, 47, 48, et là, après, on tombe dans les années 50, là, qu'on a appelé les années glorieuses, là, c'est 50 à c'est peut-être, parce qu'on dit les 30 glorieuses, là, c'est peut-être jusqu'à 70, là. C'est 70, hein. C'est des années glorieuses pour les États-Unis. Tout le monde pouvait se payer une maison, une voiture, c'était la prospérité, l'économie roulait à fond. Donc, c'était vraiment comme une période euphorique. Pas réellement de crash, là, vous voyez très, très bien. Et on a repris on a repris ça à peu près dans les années 55, là, le haut de ce qu'on avait connu en 29. Donc, on est reparti à la hausse avec un peu de correction, des années un peu, on va dire baissières, mais plus stables. Et on a eu peut-être 62, ça se trouve être la crise de Cuba, là, qui a créé une panique boursière, mais on s'est repris rapidement, là. C'est des périodes quand même, oui, c'était un peu tumultueux beaucoup, parce que là, on parlait de l'arme nucléaire, les Russes qui étaient implantés à Cuba et les bateaux s'en allaient. Donc, oui, il y avait une période quand même assez de peur là, qui a fait en sorte que on a eu un crash boursier, mais qui s'est corrigé très, très facilement. Ça a été 3 mois, là, tout simplement, puis on est reparti à la hausse. Ici, ça se trouve être la crise, le pétrole. Non, c'est peut-être avant, ça, 66. Ouais, c'est un peu avant, c'est 70, la crise du pétrole, là. En tout cas, c'est dans ces coins-ci. On a eu aussi la guerre du Vietnam en 70, où Nixon a enlevé le lien entre le 35 l'once de l'or et que les devises devenaient flottantes. Donc, le dollar américain n'avait plus besoin d'être adossé à l'or. Donc, c'est là qu'on a commencé à créer de la monnaie parce qu'on avait besoin de ce monnaie-là pour le financement de la guerre du Vietnam. Ça l'est. On était en pleine guerre du Vietnam. Ensuite, on arrive... voyez-vous, c'est du surplace qu'on a fait. Même la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre de Corée avant. C'est quand même, si on regarde un grand couloir, c'est du surplace qui se produit. Et là, vous avez cette fameuse période là, des années 70, 66, 70, là, où on a fini le temps des Glorieuses, là, 70 jusqu'en 1980. On fait du aller-retour, aller-retour, aller-retour. Ce qu'on a connu un peu plus tard aussi. Donc, à partir de cette cassure-là, là, ici,
années 83. C'est Reagan qui est au pouvoir et il crée la dérégularisation des marchés. Donc, on n'a plus besoin de tenir compte. Mais c'est la financiarisation des marchés. Donc, on tient pas compte des barèmes qu'on avait au niveau de l'économie. On imprime de l'argent fou. Peut-être pas encore, c'est pas l'élément déclencheur qu'on commence à imprimer, mais les déficits peuvent être là, tout ça. Peu importe, on dérégule les marchés, c'est Reagan. Et en 87, on a encore une période très, très euphorique. Et c'est Alan Greenspan, excusez, qui était là. On a le fameux crash de 87, je pense que c'est 23% sur le Standard & Poor's en une journée, en tout cas. Peu importe. Mais cet événement-là, on a continué, on a commencé, Greenspan croyait ça, de l'intervention monétaire. Il fallait intervenir. Donc, ça a été la raison pour laquelle le marché a continué. Les gouvernements étaient en arrière du marché. Ils voulaient absolument que ça fonctionne. 91, 90, 91, oui, on a eu une correction, mais je me souviens encore, je travaillais à Rio Tinto et on avait fermé, l'usine avait fermé, mais ralenti. Puis on s'était retrouvé au chômage 2, 3 semaines là, pour ce petit crash-là qui avait créé une panique chez les marchés. Mais on a continué à monter, monter, monter. On a eu l'ère Clinton. J'ai dit Reagan, 80, 84, 88. Clinton arrive ici en 80. Un peu plus tard, excusez, il y a eu la période du père Bush, là, c'est aux 4 ans, là, dans le fond, mais Clinton a terminé son mandat en 2000. Donc, c'est 1992 qui est arrivé. C'est ici. Avant ça, c'était le père Bush, il y a eu la guerre du Golfe. Donc, on continue. Et en 2000, vous savez, le fameux crash de l'an 2000, c'est moins évident sur le Dow Jones, là, mais c'est parce que je voulais voir complètement le tableau là, à partir du crash de 29. Donc, ici, on a eu de la baisse un peu, mais on a 30 entreprises dans le Dow Jones. 30 entreprises, tout simplement. Donc, ça s'est quand même maintenu. Au niveau des technos, ça a craché très, très fort. On pourrait le voir tranquillement. On va le faire, je pense que ça vaut la peine pour faire cet exercice-là. Bon, c'est ici, là. Même on peut continuer peut-être avec les technos, là. Parce que j'ai pas les données du Dow Jones, du Nasdaq. Les premières données sont dans les années 80, je pense, 85. Donc, OK, la folie des technos, ça c'est avec Bill Clinton qui était là en ce moment, et, à ce temps-là, et on a eu le crash, une reprise, même chose qu'en 29, hein. Crash, reprise, et le pattern existe, vous allez le trouver sur Internet. Faites ça, c'est toujours le même pattern. Crash, reprise et ensuite une longue descente jusqu'en 2003 où George Bush, fils, qui était président, qui est arrivé en 2000, là, a déclaré que la guerre avait été gagnée. Donc, à partir de ce temps-là, les technos, ça n'a pas été très, très, très fort. On va y aller, on va retourner avec le Dow Jones, mais on va revenir aussi avec les technos, là. On va se promener dans les deux. Bon, OK, là, on est trop loin. Bon, ça se trouve être 2000. 2002, là, on est arrivé à 2003, retour on dit à la normale, donc en hausse. Et ici, en 2007, on voyait très, très bien, je me souviens encore exactement, lorsqu'on avait vu ça, qui n'était pas si violent comme brisure, là, mais on voyait que sur les moyennes mobiles long terme, là, on voyait très, très bien qu'on avait changé le pattern. Et ici, lorsque c'est arrivé... la première petite cassure, une petite reprise et après une dégringolade là, vraiment, vraiment très, très, très forte. C'est arrivé sur une couple de mois. Là, et ici, tout le monde était découragé. C'était la fin du monde. Il n'y a plus rien qui pourrait arriver à la bourse parce que tout le monde avait perdu 30, 40, 50% de leur avoir, de leur fonds de pension, peu importe. C'était vraiment une période là, qui était très, très stressante. Mais on a vu le retournement ici. On le voit très, très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré je parle pas ce que je fais aujourd'hui, là,
du trading, mais j'étais rentré avec les fonds que j'avais là, où ce que je travaillais, là, on pouvait faire un reverse, là. Donc, je suis rentré dans le... C'est le marché, c'était le TSX que je suivais tout simplement. On pouvait transférer ça. J'ai retransféré ça dans le TSX. Fait que là, tout simplement, on a eu une montée, montée, montée. Ici, 2011, une petite baisse, là. Mais on a monté, 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 monté. Ici, ça se trouve être l'élection de Trump. Là. Ça, c'était la période Obama. Obama est arrivé à la fin ici, là. Et l'élection de Trump, ben là, ce qui est arrivé, ben, il y avait, oui, une tendance à s'en aller vers la baisse. Et puis, ça a changé presque du moment que Trump est arrivé, là, il y a eu, ben, c'était novembre 2016. C'est ici, ben là, on a eu un changement de tendance et le marché est vraiment parti à la hausse parce qu'avec Trump, on avait beaucoup, beaucoup d'espoir, puis c'était une surprise pour tout le monde. Donc, on est arrivé ici, et ça, je me souviens très, très bien. 2019, là, il y avait les ripos qu'on appelait, là. Donc, il y avait une très, très grande instabilité et on a eu un pseudo-crash qui n'a pas été très fort, mais le marché a repris. Et ici, on a eu la fameuse COVID. C'est arrivé très rapidement, très, très, très rapidement. Parce que c'est arrivé mois de mars, février, on avait perdu ça, donc on avait un avertissement sévère. Et mars, clac, comme ça. Mais tout de suite, les gouvernements, vous connaissez l'histoire, ont injecté massivement de l'argent dans le système et qui ont créé l'inflation aussi, là. Donc, on a eu une montée depuis 2020, 21, 22, 20, mars 2020, là, mars-avril 2020, un retour assez spectaculaire. Et 22, comme je vous en parle souvent, on a eu une année annus horribilus, comme dirait la reine, mais le roi à cette heure-là. Donc, ça n'a pas été très, très beau. Et 23, on est reparti à la hausse. Hein. Ça, c'était assez facile à voir sur le graphique long terme. C'est pour ça que je me sers souvent du graphique long terme pour justement avoir une vue d'ensemble en premier. Mais je ne ferai pas un investissement en regardant uniquement le graphique long terme, mais ça me donne une approche de la vision d'ensemble. Et là, en ce moment, on est rendu là. On est rendu là et c'est ça qui est... C'est pas simplement la première chandelle ici, là, pour le mois de mars, là, où habituellement c'est plus faible. Là. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un revirement à la hausse. Là. Mais là, les moyennes mobiles principales sont à la baisse, puis on va aller voir le Nasdaq aussi. Qui est encore plus révélateur parce que, comme je vous dis, il y a une bulle de l'IA dans mon livre. Vous pouvez le voir sur mon site boursetechnique.com. J'ai écrit ça à l'aide de l'IA, justement. Donc, on a une bulle et ça commence à crever. C'est pour ça que les technos souffrent encore plus. Mais là, on est rendu là. Les journées qu'on a subies, là, c'était assez raide. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Là, c'était pas pour faire des peurs, mais tout simplement regarder le pattern, là, ce qui arrive lorsqu'on tombe en marché baissier, surtout lorsqu'on arrive dans des crashs, ça peut arriver. Lundi, je ne sais pas comment les marchés vont ouvrir. Trump n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Il continue, il vient de faire ses déclarations là, au niveau des contre-tarifs. Donc, ça serait surprenant qu'on ait un rebond important. Là. Tout se peut. Là. Peut-être que Trump peut sortir un, un lapin de son chapeau. Je sais que Jérôme Powell a parlé aussi, mais là, il va peut-être faire un discours plus officiel. La Banque du Canada va probablement faire aussi un discours cette semaine plus officiel. Là. Donc, la situation est quand même assez aggravante. Ça me surprendrait qu'on aurait un changement, je parle à long terme, là, de tendance. Je pense qu'on s'en va vraiment en tendance baissière, dû au fait Mars était quand même pas trop préoccupant. Oui, préoccupant, mais on aurait pu avoir une reprise. Là, mais avril, et puis on débute avril. Là. On est rendu seulement le 5 avril. C'est assez raide. Là. Donc, lundi, ça va être à suivre. Là, ce qui va avoir peut-être un rebond technique. Ça se peut très, très bien parce que on a perdu, on a perdu sur le Standard & Poor's, je pense, c'est on était à 6000.
On est rendu à 5. Mais c'est 1000 points. 1000 points sur le Standard & Poor's. Le Nasdaq, on a perdu. On est allé au top, là. On était à 20 000. Et puis là, on est rendu à 17, 15, 16 000. Ouais, c'est assez raide là, comme débarque. Là. Donc, aussi, c'est surtout la tendance qui est comme qui fait un peu peur. Là. Donc, moi, ce que je m'attends cette semaine, ça va commencer à parler, ça va commencer à japper aussi, là, parce que déjà, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, j'ai vu ça ce matin dans mes nouvelles, celui qu'on voit tout le temps, là, les cheveux blancs, calés, il représente un peu le marché à New York, là, on le voit sur le parquet, là. Il a fait un discours pas mal intensif, pas directement à Trump, mais de ses politiques là, tarifaires. Là. Et puis, il se lâche lousse sur X, là, parce que c'est une situation très particulière, ce qu'on vit. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter tout simplement aujourd'hui. Ce que je vais faire, cette semaine, je vais refaire des vidéos à savoir comment est-ce que le marché se comporte, parce qu'on va le voir, on va le vivre là, lundi. Je ne sais pas si pour avoir un rebond technique, mais il faudrait qu'il y ait des interventions de la part verbale, là, je parle de la part des gouvernements, de la part de Trump, de la part aussi de Jérôme Powell. La Banque du Canada, nous, on suit. Là, c'est pas Tiff Metling, s'il parle un peu, là, ça ne changera rien. Puis surtout, on est en élection, là, puis là, tout le monde est focusé sur Mike Carney. C'est lui, pareil, qui va nous sauver, qui va sauver le Canada de tout ce qui se passe. On verra. Donc, on va se revoir cette semaine pour des nouvelles vidéos.